Bonjour Monsieur Ludo de Witt. Bonjour. Donc vous avez écrit 2 livres sur le Congo. Un premier qui est sorti en 2000 sur l'assassinat de Lumumba, qui a d'ailleurs mené à une commission parlementaire ici en Belgique. Et un second que vous avez sorti ici récemment sur l'ascension de Mobutu et comment la Belgique et les États-Unis ont aidé à cette ascension. La crise congolaise de 1960, donc le moment de l'indépendance du Congo, à ce moment, l'élite belge a cru que ses intérêts fondamentaux étaient vraiment en danger. C'était aussi vrai pendant les 2 guerres mondiales, mais à ce moment, l'appareil de l'État a été complètement détruit. Et donc, alors on a vu avec quelle force, avec quelle agressivité, avec des interventions militaires, avec la corruption, avec des menaces, avec la terreur, avec le meurtre politique, on est intervenu. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien expliquer au public. Pour réaliser ces 2 livres, vous avez effectué vraiment un travail de titan de recherche, des fouilles dans les archives de la CIA, des Nations Unies, du ministère des Affaires étrangères ici en Belgique. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'accéder à certaines sources? Et si oui, quelles ont été les sources les plus difficiles? Est-ce qu'il y a eu des accès qui vous ont été fermés pour vos recherches? Oui, il y a toujours il ne faut pas croire qu'en Occident, on est ouvert en ce qui concerne l'histoire et en ce qui concerne les archives. Il y a notamment, encore récemment, j'ai encore demandé accès à certains documents autour du coup d'État du dictateur Mobutu au Congo, et la CIA m'a refusé l'accès à certains documents de certaines périodes. Donc ça c'est aussi vrai pour la Belgique, pour la France, pour l'Angleterre. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait qu'en quelque sorte, les services des archives étaient organisés d'une façon assez amateuristique. Et on procède comme ça qu'on demande un accès à un certain type de dossier, par exemple le courrier diplomatique entre le Congo et la Belgique pour une certaine période. Et alors, il y a une commission diplomatique qui va lire les documents que vous avez demandés. Et s'il y a des documents dedans qui sont vraiment trop sensibles, alors ils sont couverts par la protection, par le secret, et ils sont retirés. Mais donc, il y a tellement de documents que j'ai demandé, et il y a aussi le fait que dans certaines liasses, il y avait des documents qui, en soi, ne disaient pas grand-chose, mais quand on les combine avec des documents dans d'autres liasses, on voit qu'il y a quand même des choses importantes dedans. Par exemple, on trouve un document et on parle à un certain moment de l'envoi de 2 enfants au Congo. En soi, ça veut dire pas grand-chose, rien du tout. Mais quand on voit dans les autres liasses des documents où on parle des opérations et d'envoyer 2 agents du service secret, et encore dans une autre liasse, on parle dans la même époque des plans s'il ne faut pas éliminer Lumumba physiquement, alors ça devient clair ce qui est en jeu, quoi. Donc le 30 juin 1960, Lumumba, c'est le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et Lumumba fait son fameux discours très connu devant les officiers belges, devant le roi Baudouin, etc. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Vous expliquez que à ce moment-là, à cette époque, l'armée était en fait dirigée par des Belges et que c'était en fait un reliquat de la force publique durant les années coloniales. Oui, c'était même plus qu'un reliquat, c'était vraiment l'armée coloniale qui a été transférée intégralement au Congo indépendant. Il faut savoir que 1 année et demie avant l'indépendance, il y a vraiment en Belgique personne
chez l'élite qui voulait accorder une indépendance, même pas dans 10, 20 ou 30 ans. L'élite belge a toujours été assez bornée en ce qui concerne la politique de la colonisation, à la différence avec notamment les Anglais. Et ce n'est qu'au courant de l'année 59, quand la population congolaise a commencé à s'organiser, a commencé à se mobiliser et exiger cette indépendance, à organiser des grèves, des manifestations, à bloquer des routes, etc., que la Belgique a changé le fusil d'épaule et a complètement changé son stratégie. Pourquoi ? À ce moment, il y avait un demi-million de soldats français qui étaient en train d'essayer d'écraser la révolte nationaliste, anticolonialiste en Algérie, sans beaucoup de succès. Et donc la Belgique, qui est un petit pays et qui était confronté à une colonie qui a 82 fois la surface de la Belgique, a cru qu'elle n'était pas capable d'écraser militairement cette révolte. Et alors on a dit, on va accorder cette indépendance très vite, on va organiser à court terme des élections en espérant qu'on allait devancer la radicalisation de la population, et on avait cru qu'une majorité du Parlement congolais serait remplie par des politiciens congolais dociles, pro-belges. Et ça, c'est pas marché. Et à ce moment, on avait encore une carte dans la main, c'était exactement cette armée coloniale, une armée qui était organisée d'une façon extrêmement raciste, selon un système d'apartheid. On avait donc tous les soldats qui étaient des Congolais, des Noirs, et tous les officiers étaient des Blancs, des officiers belges qui étaient très conservateurs, qui étaient éduqués dans une tradition de loyauté envers la monarchie belge, envers la monarchie qui, en quelque sorte, était donc le fondateur de la colonie. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement a cru que, grâce à cette armée, qu'on pouvait tenir en échec, qu'on pouvait contrôler le gouvernement Lumumba qui, à la grande stupéfaction de la Belgique, a pu réaliser, a pu conquérir une majorité dans le Parlement et donc former un gouvernement. Et donc, c'est ça qui a donc déclenché la crise congolaise. C'est pas le 30 juin, donc la journée de l'indépendance lui-même, où effectivement Lumumba a réagi au discours du roi Baudouin. Le roi Baudouin avait fait un discours très paternaliste. Il a présenté le Congo comme l'œuvre du génie du roi Léopold II. Il a dit aux Congolais, un peu comme on parle aux petits-enfants, qu'ils devaient bien écouter la Belgique et continuer à écouter les conseils de la Belgique. Et donc, Lumumba a réagi à ça. Il ne voulait pas que cette journée de l'indépendance serait récupérée par la Belgique comme un cadeau généreux de l'ancien colonisateur. Et donc, Lumumba a expliqué la vérité historique. Il a dit que, en fait, cette indépendance était le produit d'une lutte dans le feu et dans le sang, qui était arrachée de la Belgique. On était choqués en Belgique. On n'avait jamais entendu quelque chose comme ça, mais quand même, on disait, et quand on voit les archives, c'est tout à fait clair, on disait, la soupe ne va pas être mangée aussi chaud qu'elle est servie, il va se calmer après, c'est un peu normal qu'aux journées de l'indépendance, qu'il veut se mettre en avant comme dirigeant de son peuple. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Vous expliquez avec ce livre que, comme vous dites, la Belgique pensait que c'était seulement des paroles, mais qu'il n'y allait pas avoir d'actes qui allaient suivre. Oui. Et vous expliquez que Lumumba a accompagné les actes à la parole et a donc décidé d'africaniser l'armée. Et c'est ce qui a poussé, c'est ce qui a quelque part l'a poussé à sa chute. Oui, oui, exactement, parce que quelques jours après l'indépendance, le commandant en chef de l'armée
congolaise, il a dit aux soldats, écoutez, il n'y a rien qui va changer après l'indépendance. Nous autres, nous serons toujours les maîtres, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Il y a eu donc une révolte des soldats. Et Lumumba, il a réagi, il a dit, écoute, c'est pas vraiment, c'est pas une mutinerie en quelque sorte, ce sont des revendications qui sont tout à fait justes. Je soutiens mes soldats et il faut africaniser l'armée. Il faut donc laisser la possibilité aux soldats donc d'élire des officiers noirs. Et donc c'est ça, donc. Le fait que le gouvernement congolais a brisé la colonne vertébrale de cette armée essentiellement colonialiste, qui a donc privé la Belgique de cette carte qu'elle avait encore dans les mains pour continuer à contrôler le Congo. Et c'est ça qui a donc déclenché la guerre contre Lumumba. Et donc quasi directement, on a donc organisé une intervention militaire au Congo par lequel on a donc sécessionné la riche province du cuivre, le Katanga. Le Katanga qui apportait 70% des revenus de l'État. Et donc, comme ça, Lumumba restait en quelque sorte sans revenus, sans possibilité pour mener une politique. Et ça devait donc, dans l'optique de la Belgique, amener à sa chute. Et vous expliquez justement que la Belgique a appuyé en fait Tshombe pour la sécession. Et directement après la sécession, elle a directement reconnu l'État du Katanga. Baudouin a même écrit une lettre à Tshombe pour le féliciter, etc. Comment vous expliquez que la Belgique ait poussé à cette émergence de l'État du Katanga ? C'est justement ça. Pour la Belgique, c'était très difficile d'intervenir militairement et renverser le gouvernement, donc en quelque sorte organiser un coup militaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Les officiers dans l'armée congolaise, les officiers belges qui voulaient combattre l'africanisation de l'armée et qui donc étaient en subordination contre le gouvernement congolais, ils savaient retrancher au Katanga où les milieux coloniaux étaient très forts, où il y a notamment l'Union minière qui était donc un des joyaux à la couronne de la Société Générale et qui donc apportait beaucoup d'argent pour la Belgique. Et c'est donc avec l'aide de l'Union minière que cette sécession a été organisée. On voulait donc protéger donc ce type de Afrique du Sud au Congo, donc un système d'apartheid où les Blancs allaient continuer à contrôler l'économie et donc les affaires. C'est ça qu'on était bien organisé pour organiser ça. Et donc avec cette intervention militaire, on avait donc tout pour que cette expérience allait réussir. Ouais. Et justement, Lumumba s'est tourné vers l'ONU face à cette intervention militaire et face à l'État sécessionniste du Katanga. Quelle a été la position de l'ONU à ce moment-là, alors que les droits internationaux étaient clairement bafoués ? Oui, exact. Lumumba a fait appel aux Nations Unies pour qu'ils interviennent et pour qu'ils organisent donc le retrait des troupes belges. Lumumba n'avait pas vraiment une illusion en ce qui concerne la direction des Nations Unies, ni des Américains, le rôle prépondérant des Américains dans les Nations Unies. Mais Lumumba avait cru que les différents pays africains, et il y en avait pas mal qui étaient devenus indépendants récemment, allaient donc pousser, exercer une pression sur les Nations Unies pour qu'ils venaient à l'aide du gouvernement congolais. C'était un pronostic qui était faux. Et en fait, cette intervention avec plus ou moins 15 000 casques bleus au Congo, c'était dirigé du début à la fin par les États-Unis,
qui contrôlait toute l'infrastructure, qui contrôlait toutes les communications et qui avait une emprise très grande sur tous les dirigeants en place dans les Nations Unies. Et donc les Nations Unies, sous la pression ou avec l'aide des États-Unis, ont pris fait et cause pour la Belgique et ils ont donc fait tout ce qui était dans leurs moyens pour aider la Belgique à venir à ses fins. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en septembre 60, 2 mois après l'indépendance, l'ONU a aidé le président congolais, Kasavubu, a organisé un coup d'État, un coup qui, donc il a renversé le gouvernement Lumumba. Il a destitué Lumumba, bien qu'il n'avait pas le droit. Oui, selon la Constitution, le président avait... C'était une constitution modélée aux constitutions belges, donc avec un chef d'État qui n'avait pas de pouvoir réel. Ce n'était que le Parlement qui pouvait destituer Lumumba. Et dans le Parlement, Lumumba avait une majorité derrière lui. Mais donc, avec l'aide des Nations Unies, avec l'aide des casques bleus, Kasavubu a pu donc destituer Lumumba. Lumumba risquait de revenir au pouvoir et alors on a poussé, c'était les Belges, c'était la CIA, c'était des gens des Nations Unies, ils ont poussé l'armée à intervenir et donc prendre le pouvoir. Et c'est donc quelques semaines après ce premier coup d'État qu'il y avait eu un deuxième où Mobutu, qui était le chef d'état-major, qui a donc pris fait et cause pour l'intervention occidentale, qui a donc effectivement fermé le Parlement, il a chassé les parlementaires et donc il a donc organisé son premier coup d'État. Lumumba, il était enfermé dans sa résidence. Très vite, il a essayé de fuir, il a fui, il a essayé de regagner l'est du pays où ses partisans étaient en train de se regrouper. Et alors, il y a un fait qui est quand même hautement symbolique. Il était pourchassé par les troupes de Mobutu. À un certain moment, il arrive à un camp des casques bleus ghanéens qui était à 100% pour le gouvernement légal, celui de Lumumba. Il voulait prendre en protection Lumumba, mais il y a eu un ordre du chef des Nations Unies au Congo, un ordre qui a été envoyé aussi au secrétaire général des Nations Unies à New York, dans lequel les Ghanéens ont été dit qu'ils ne pouvaient pas prendre en protection Lumumba. Et donc c'est suite à ça qu'ils ont donc lâché Lumumba et qu'il est tombé dans les mains de Mobutu, qui finalement va donc conduire à sa mort. Pourquoi ? Mobutu, il enferme Lumumba dans un camp tout près de la capitale, un camp qui était contrôlé par ses troupes d'élite. Mais fin 60, début 61, donc 6 mois après l'indépendance, les partisans de Lumumba organisent une offensive militaire. Dans un très court laps de temps, il contrôle plus ou moins un tiers de la surface du pays. Et même dans la capitale et aux alentours, il y a donc toutes sortes de révoltes qui éclatent. Et on a donc extrêmement peur que Lumumba allait reprendre le pouvoir. Et donc, à ce moment, on décide donc de le transférer à sa mort. On le transfère vers le Katanga, où il arrive dans un état déplorable parce qu'il a été fortement maltraité dans l'avion. Justement, en parlant du Katanga, oui. Vous expliquez qu'en premier plan, devant, il y a Tshombe, comme chef d'État de l'État sécessionniste, mais vous expliquez que ce sont toute une équipe de Belges qui tirent les manettes derrière, au second plan. Qui vraiment a les commandes à ce moment-là, au Katanga ? C'était essentiellement un régime faible qui n'a que le soutien d'une
toute petite minorité des Katangais qui était surtout soutenue par l'Union minière, par des milieux coloniaux. Et donc c'était un régime essentiellement militaire. Et ce régime militaire était dirigé par des officiers belges. Une fois que, comme vous l'expliquez, Lumumba est ramené au Katanga, après avoir été emprisonné et après que l'ONU ait laissé faire sa capture par un régime en sachant qu'il courait de graves risques, comment se passe la mort de Lumumba une fois arrivé au Katanga? Oui, c'était l'histoire qui a donc été expliquée pendant des décennies. Hein. C'était une affaire de Bantous. C'était ça qu'on disait dans la Libre Belgique notamment, hein, dans le quotidien qui était très proche des milieux colonialistes, quoi. Donc c'était Tshombe, le président katangais, qui avait décidé dans un conseil de ministres d'exécuter Lumumba. C'est faux. Quand on voit donc les archives, quand on voit les interviews qui ont été faites avec des Belges qui étaient sur place et qui donc ont parlé sur cette affaire-là, on voit clairement que à plusieurs reprises, parce que Lumumba, il a encore vécu 4 ou 5 heures sur le sol katangais. Notamment, il n'y avait pas seulement lui, mais il y avait aussi 2 autres dirigeants, Mpole et Quito, qui étaient avec lui et qui étaient fortement maltraités, frappés, torturés pendant cette période-là. Et à 2 reprises, les dirigeants belges qui tiraient les ficelles derrière le soi-disant gouvernement Tshombe se sont réunis. Et ils ont donc pas pu conclure à sauver Lumumba. Ils savaient très bien que s'ils allaient garder en vie Lumumba qui dans le monde à ce moment-là était extrêmement populaire, tout le monde était en train de suivre cette crise, il y avait une sympathie dans le tiers-monde énorme pour le gouvernement congolais. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas le garder vivant sans le libérer et le laisser partir à Kinshasa. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, ils étaient tenus au courant des événements, qu'ils étaient frappés, qu'on était en train de les torturer et tout. Ils ont dit, on laisse les choses passer. On ne va pas nous-mêmes, nous, les dirigeants, être impliqués dans ces actes. Il y avait 2 fois qu'il y avait un de ces gens-là qui disait pas de sang aux mains, donc n'est-ce pas de sang aux mains des officiers belges, mais c'était bien leurs subordonnés que eux commandaient, qui ont donc en quelque sorte été responsables pour Lumumba à l'époque, c'était des officiers de police et des militaires qui ont donc contrôlé la maison où les 3 dirigeants nationalistes étaient gardés. Et ce sont eux aussi qui les ont transférés dans la brousse et qui ont organisé l'exécution de ces hommes qui, à ce moment-là, étaient dans un état déjà extrêmement déplorable. Après l'assassinat, on a donc ordonné à un officier de police belge de couper et de détruire les dépouilles de ces 3 dirigeants nationalistes. Pour que personne ne vienne se recueillir. Exact, pour qu'il n'y ait pas une sépulture, pour qu'on ne sait jamais ce qui s'était passé. Et donc on a coupé en morceaux ces corps et on les a donc fait disparaître dans un bain d'acide sulfurique, quoi. Donc c'est ça un peu ce qui s'est passé avec Lumumba. Voilà. Et par rapport à cette dépouille, vous racontiez qu'une partie des restes, si je puis dire, de Lumumba sont ici en Belgique? Oui, en fait, dans mon enquête, j'ai pu découvrir que le commissaire de police belge qui a détruit les corps, qu'il avait gardé dedans une phalange de Lumumba comme une sorte de trophée de chasse. Et donc il a ramené ça en Belgique, il a montré ça pendant des décennies à ses amis, à son entourage. Et quand mon livre est sorti,
j'ai demandé à la commission parlementaire qui a été formée pour examiner les événements de faire une perquisition sur cette personne. La commission parlementaire avait tout le droit et tous les pouvoirs pour faire ça, parce qu'ils avaient les mêmes pouvoirs qu'un juge d'instruction. Et finalement, on ne l'a pas fait du vivant de ce commissaire de police. On m'a dit qu'on a fait une perquisition, mais seulement après la mort de cette personne. Je suppose que la maison était déjà vide, on n'avait rien trouvé. C'est ça ce qu'on me disait. Maintenant, il y a 2 ans, je reçois une soirée, un coup de fil d'un journaliste d'un quotidien flamand, de Humo. Et lui, il avait été chez la fille de ce commissaire de police qui, entre-temps, a été décédée. Et cette fille, très bêtement, a commencé à fouiller dans l'héritage de son père et elle a trouvé une petite boîte. Elle a donc montré ce qui était dedans aux journalistes et effectivement, les dépouilles de Lumumba étaient dedans. Donc, directement, je suis allé à un bureau de police et j'ai porté plainte pour recel d'une partie d'une dépouille mortelle qui est donc un crime. Et le jour après, le procureur qui s'occupe aussi avec une plainte de la famille Lumumba contre des Belges qui sont impliqués dans l'assassinat, a ordonné une perquisition. Et donc, depuis lors, les restes de Lumumba, ou ce qu'on pense que sont les restes de Lumumba, sont chez la justice à Bruxelles. Donc, depuis 2 ans, ils sont là et maintenant, on se demande ce qui va se passer. Il est donc tout à fait normal que ces restes sont restitués au Congo, à la famille, et que donc on organise une sorte de sépulture pour Lumumba, quoi. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la Libre Belgique et d'autres médias. Quand on lit vos livres, on voit vraiment que c'est récurrent. Les médias belges, dans leur grande majorité, ont dépeint Lumumba comme un tyran, quelqu'un un peu fou, un sanguinaire. Quel a été finalement le rôle des médias à ce moment-là dans la légitimation de la politique néocoloniale? Ben, c'était extrêmement important. C'était extrêmement important et tous les appareils d'État ont vraiment essayé d'organiser cette démonisation de Lumumba. Il y avait, j'ai retrouvé des tracts qu'on avait imprimés ici à Bruxelles, qui ont été envoyés au Congo et qui ont été distribués là-bas, et qui, soi-disant, étaient écrits par Lumumba, des tracts dans lesquels Lumumba fait un appel au peuple congolais de soutenir le communisme. C'était un produit pur du cabinet du ministre des Affaires africaines. Donc, tout le temps, on a essayé de portraiter Lumumba comme un communiste ou comme un instable, quelqu'un qui fume le chanvre, avec lequel on ne peut pas raisonner, mais tout ça sont effectivement donc tous des mensonges qui ont bien et qui ont eu un effet énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier que à ce moment, fin 60, début 61, la Belgique a connu la plus grande grève générale dans l'histoire de la Belgique. Il y avait donc la soi-disant loi unique du gouvernement belge, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Eyskens, avec beaucoup d'austérité, de mesures d'austérité. Et donc, à ce moment, les organisations progressistes, les syndicats, étaient en lutte contre le gouvernement dans cette grève. Et donc, il y avait donc 2 forces qui étaient en lutte contre le gouvernement belge. C'était d'un côté les syndicats, les organisations progressistes, d'un autre côté le gouvernement congolais. Mais sous aucun moment, il y avait eu une collaboration entre ces 2 forces, et c'est notamment cette démonisation dans les médias qui a vraiment créé un abîme entre ces 2 forces. Et ça a très bien marché. Donc les médias ont vraiment aidé
disons, le pouvoir belge dans sa politique à être soutenu par le peuple. Oui, exactement. Hein, on peut considérer à cette époque, quand on lit ces documents, quand on lit les journaux, il y avait même, notamment dans la Libre Belgique, aux premières pages, à un certain moment, il y avait un professeur qui carrément fait un appel au meurtre du Premier ministre congolais. Il le fait carrément. Dans la Libre Belgique. Dans la Libre Belgique, où, par exemple, après l'assassinat de Lumumba, il y avait un éditorial dans l'Echo de la Bourse, et l'éditorial disait littéralement on serait un peu hypocrite quand on dirait qu'on est triste pour la mort de Lumumba. Donc, tout ça, les médias ont vraiment joué un rôle de section de propagande du gouvernement belge, quoi. En 1964, il y a eu aussi directement des troupes des États-Unis et de la Belgique pour les otages, les fameux otages. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le racontez, les rebelles contrôlaient une grande partie du territoire, et sur ce territoire-là, il y avait des Européens. Les rebelles disaient que si la Belgique ou les États-Unis intervenaient dans ce conflit congolais, c'était les Européens sur place qui allaient en payer. Et donc finalement, face à ces menaces, la Belgique et les États-Unis décident de faire une intervention en 64 qui est présentée pour sauver les otages européens. Mais vous expliquez qu'en fait, ce n'était pas du tout ça, c'était qu'un prétexte pour intervenir. Oui, oui, on disait qu'on intervient pour sauver les Blancs qui sont aux mains des rebelles noirs, quoi. C'est aussi la thèse dans le livre Choc de David Van Rijbroek, Le Congo. Eh bien, c'est complètement faux. C'est juste l'inverse qui s'est produit. Quand les rebelles ont conquéri presque 45% du territoire du Congo, ils vivaient en toute harmonie avec les Belges. Et même les reportages qui ont été faits par des journalistes de la Libre, ils parlent des aimables rebelles. Et ils décrivent comment il y a une coopération très intense. Les problèmes sont venus au moment où une flotte aérienne qui était organisée par des officiers belges et qui était organisée par la CIA ont commencé à bombarder les zones rebelles. Et à ce moment, il y a eu des tensions entre les rebelles et les Blancs sur place, parce qu'on voyait que leurs compatriotes étaient en train de prendre fait et cause pour le régime en place et qu'ils étaient en train d'organiser des bombardements qui faisaient des morts et des dégâts terribles. Et alors les dirigeants des rebelles ont commencé à utiliser les Blancs comme ce qu'on disait comme des parapluies blancs. C'est-à-dire, ils ont dit, ils ont clairement expliqué ça aux journalistes. À certains moments, il y a des Blancs qui étaient dans nos zones et ils demandaient de partir en vacances en Belgique ou de partir au Burundi pour aller chercher des vivres ou n'importe quoi. On a dit oui, il n'y a pas de problème. Les Blancs partaient et dès que les Blancs étaient partis, on commençait à bombarder. Et donc, les dirigeants rebelles ont dit, écoute, quand c'est ainsi, on va garder les Blancs chez nous. Et donc, ils ont séquestré, mis en résidence, surveillé les Blancs. C'était une tactique contre-productive, c'était pas défendable, surtout parce qu'à un certain moment, ils ont dit, quand les attaques de la force de l'intervention devenaient de plus en plus fortes, ils ont dit, on va massacrer des Blancs. Si on continue à nous attaquer sur le sol et dans l'air, et donc ça c'était le prétexte idéal pour la Belgique pour présenter ces interventions comme des interventions humanitaires. Et donc ça s'est produit. Effectivement, on a donc organisé une reconquête à travers le sol qui était extrêmement sanguinaire. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de Congolais qui ont été massacrés. Et pour l'assaut final sur la citadelle de la rébellion, ce qui était la ville de Kisangani, on est donc intervenu d'une façon coordonnée sur le sol avec le Omegang, la force d'intervention terrestre, et avec des paracommandos belges qui ont été lâchés sur la ville. Vous racontez aussi que l'organisation de l'unité africaine était avec les rebelles, n'était pas avec le gouvernement officiel du Congo, Kasavubu, Tshombe, mais était vraiment contre Tshombe.
et donc notamment l'Égypte de Nasser, l'Algérie, notamment la Tanzanie. Et donc les rebelles pouvaient compter sur l'aide des autres pays africains, c'est ça? Il y avait une volonté chez certains pays pour aider les rebelles, mais ils étaient trop faibles pour organiser ça. Il ne faut pas oublier que pas mal de dirigeants qui étaient contre Tshombe et qui voulaient soutenir les rebelles, comme notamment Nyerere, qui était le président de la Tanzanie, ou par exemple les dirigeants du Kenya, comme Jomo Kenyatta, dans leur pays, il y avait toujours une forte présence des forces britanniques, des militaires, des fonctionnaires, etc. Et donc, ces dirigeants, bien qu'ils avaient une volonté politique d'intervenir à côté des rebelles, n'avaient pas vraiment un marge de manœuvre pour faire ça. Et donc, les seuls qui vraiment voulaient faire quelque chose, c'était les Égyptiens et les Algériens, mais eux, ils étaient très loin, c'était très difficile pour eux pour organiser une assistance effective. Les rebelles ont été laissés à eux-mêmes, mais il y a Cuba, et notamment Che Guevara qui est venu au Congo. Malheureusement, comme vous l'expliquez dans votre livre, ils sont venus trop tard, donc c'est après la chute de Kisangani, et donc l'armée rebelle était déjà presque désintégrée, les chefs n'avaient presque plus aucun pouvoir sur les soldats, les Simba. Comment Che Guevara a été accueilli au Congo? Et vous racontez qu'il a été notamment séduit par Kabila, père. Guevara était très touché par la mort de Lumumba. Et il a toujours dit dès le début il faut venger d'une façon ou d'une autre cet assassinat horrible. Maintenant, en 64-65, les Cubains ont très vite compris que l'enjeu de la lutte au Congo, à ce moment, allait plus loin que la future du Congo. C'était vraiment la future de tout le continent était en jeu. Le Congo est tellement grand, tellement riche, avec des frontières à 9 autres pays africains, qu'une victoire des nationalistes au Congo allait avoir des retombées positives dans toute l'Afrique. Ça allait accélérer notamment la désintégration de l'empire colonial portugais. Ça allait aider à laisser désintégrer le système d'apartheid en Afrique du Sud, ainsi de suite. Et donc, les Cubains avaient compris que c'était vraiment un enjeu central dans la politique du monde à l'époque. Mais effectivement, ils sont intervenus en 65, donc à partir de avril 65, et à ce moment-là, la colonne vertébrale de la rébellion était brisée. Donc Guevara est arrivé là-bas. Il avait une attitude un peu contradictoire en ce qui concerne Kabila, qui à ce moment était très jeune, qui était un des dirigeants centraux de ce qui restait de la rébellion à l'est du pays. C'était quelqu'un qui était assez dynamique, ce Kabila, qui avait une emprise sur les Congolais, mais qui essentiellement résidait à l'étranger, qui n'était pas chez ses troupes et qui, donc, comme dirigeant concret de la lutte, était extrêmement faible. Donc, l'opinion de Guevara sur Kabila était très mixte et c'était certainement pas définitive à ce moment-là. Il y a encore une chose que je veux dire sur le rôle des Cubains, parce que Guevara, avec son honnêteté exemplaire, il a dit clairement dans son bilan de l'intervention au Congo que c'était un échec, cette intervention. Mais il ne faut pas oublier que cette intervention par les 120 Cubains autour de lui était le début d'une intervention de Cuba en Afrique qui a duré pendant des décennies. Et les gens qui étaient avec Guevara au Congo ont après combattu en Guinée-Bissau, en Angola. Ils ont même pris des
postes de commandement qui ont eu des effets vraiment extrêmement importants pour l'Afrique. Notamment l'intervention en Angola a aidé donc effectivement à faire la défaite de l'armée de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a dû quitter l'Angola, ils ont dû accorder l'indépendance au Namibie, et même ça a provoqué le début de la démoralisation de l'armée sud-africaine en Afrique du Sud elle-même, et ça était le début du commencement de la désintégration du système d'apartheid. Et c'est pas un hasard que Nelson Mandela, après sa libération, le premier pays qu'il a visité, contre la volonté des États-Unis, c'était justement Cuba. Et il est allé là justement pour exprimer sa reconnaissance et son gratitude pour le rôle que Cuba a joué dans la libération du sud du continent africain. D'accord. Une dernière question, M. De Witt. Vous expliquez que l'analyse de les 5 premières années d'indépendance du Congo permettent de comprendre le Congo tel qu'il est aujourd'hui. En quoi cela est-il vrai? Parce que quand on voit la situation aujourd'hui et on le compare avec la situation dans ces années-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Ce que la dictature de Mobutu a fait en 1965, c'est de figer, mettre dans un frigo les rapports de force entre les différentes classes, entre le Congo et l'Occident, parce que le but, et ça il a joué bien, c'était justement de travailler comme une sorte de sous-traitant de l'Occident pour qu'on pouvait continuer à exploiter les richesses du pays au profit donc des groupes capitalistes internationaux. Et donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il est évident qu'il y a des choses qui ont changé, mais pendant toute cette période, on a eu donc une ouverture, une possibilité, un marge de manœuvre pour des interventions occidentales, militairement, mais aussi financièrement, l'IMF qui a donc imposé, notamment au Congo dans les années 80 du siècle passé, donc des mesures draconiennes pour réduire donc les dépenses de l'État et qui a donc vraiment démoli de l'intérieur l'appareil d'État du Congo et qui a finalement aussi amené aux chutes de Mobutu. Il y a toutes sortes d'autres interventions qui ont été possibles, qui ont donc aidé à cette chaos qu'on connaît aujourd'hui. La plus importante, à mon avis, c'est ce qui s'est passé en 1994, c'est-à-dire le génocide au Rwanda, où il y avait un conflit entre les Français et les Anglais, un conflit interimpérialiste, et où les Français ont exfiltré du Rwanda les Interahamwe, donc les milices Hutus extrémistes qui avaient donc organisé et qui avaient commencé ce génocide et les ont donc emmenés vers l'est du Congo et qui a provoqué donc là-bas une guerre civile, des interventions qui ont suivi de la part de l'Ouganda et de Rwanda et donc qui a donc créé une situation chaotique où des seigneurs de guerre aujourd'hui sont en train d'exploiter les richesses dans l'est du Congo, les richesses qui sont utilisées sur le marché international et qui sont très importantes, notamment le cobalt par exemple, qui est vraiment essentiel dans différents secteurs de l'économie, notamment dans nos smartphones, oui, et quand on parle, et quand des ONG demandent des explications, notamment à Apple ou Samsung, d'où vient leur coltan, ils disent on ne sait pas. On ne peut pas retracer les origines, ce qui est évidemment pas vrai, quoi. Ils ne veulent pas savoir que ça vient de ces seigneurs de guerre qui utilisent là-bas la population locale et qui utilisent même des enfants pour travailler dans des conditions horribles pour exploiter tous ces ressources dans le sous-sol du Congo. C'est ça le problème du Congo. C'est le problème. Au début de la colonisation, c'était le problème au moment que Lumumba était Premier ministre, et c'est le problème aujourd'hui, c'est que
Pour le Congo, c'est la même chose de ce que disait Henry Kissinger, qui était l'éminence grise de la diplomatie américaine à un certain moment, et qui disait « Le pétrole est un produit stratégique trop important pour laisser aux mains des Arabes. » Et c'est ça le problème du Congo. Le Congo est simplement trop riche pour que les grandes forces dominantes dans le monde, le capitalisme international, laissent le Congo à elle-même et ils veulent vraiment contrôler et exploiter ses richesses. C'est ça le problème à l'époque et aujourd'hui. Indépendance, tcha tcha,